Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Minibus. Il est 8h49, merci d'être avec nous. C'est l'heure du petit déjeuner de l'actu ce matin avec des élèves assez disciplinés. Oui, vous imaginez, avec Françoise Debois, bien sûr. Avec, oui. Oh non. Avec Christophe. Bonsoir. Bon, avec Christophe Bordet, Elisabeth Lévy et beaucoup de sujets d'actu ce matin oui, encore. beaucoup de sujets effectivement d'actualité. Surtout Richard Ferrand. Richard Ferrand, la mise en examen. Et tenez, on va aller directement au standard, au 0826 300 300 pour lancer un peu le débat. C'est Marc qui est avec nous de Valence. Bonjour Marc. Oui, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous fait réagir, vous, dans l'actualité ce matin ? Alors, c'est pas tant le jeune homme qui est sur le perchoir. Oui, le jeune homme. Parce que c'est gentil. Les affaires suivent et se ressemblent globalement de septennat en septennat. Ouais. Non, moi, c'est plutôt sur la retraite. Ouais. Parce que je vous cache pas que je suis en plein dedans. Ouais. Je suis toujours un jeune homme, mais je suis en plein dedans. Et en tant que pragmatique et factuel, j'ai épluché mon relevé que je viens de recevoir, parce que je vais avoir droit ouvert dans quelques mois. C'était juste une expression pour dans le vrai, dans le quotidien des gens. Ouais. La retraite, moi j'ai repris tout mon relevé de carrière. Ouais. Grosso modo, la moyenne, c'est en moyenne 2 fois j'ai eu des revenus équivalents à 2 fois le SMIC du moment. Oui, d'accord. Ouais. D'accord. Pour situer, donc globalement, ça va, non, Marc? Eh ben, je sais pas, ce sera à vous de juger et à vos invités. Ouais. On arrive au bout du bout. Alors déjà, petite précision, qui est, à mon avis, pas assez dit sur les médias. Ouais. Le taux plein, la retraite normale, c'est aujourd'hui, c'est 67 ans. Ouais. Ce n'est pas 62 ans. Ouais. C'est 67 ans. À 62 ans, vous avez le droit de partir. Mais c'est pas à taux plein. Tout dépend aussi quand vous avez commencé aussi à cotiser, quoi. Alors moi, il me manquait 4 trimestres il me manquait 4 trimestres pour avoir en résumé, Marc, ce que vous dites. En résumé, c'est cotiser toute l'année, pendant les 42 ans, voilà. En moyenne 2 fois le SMIC de l'époque. Et on est royalement à 900 €. Ouais. Alors, moi j'ai un ami, pour vous dire, qui lui n'a pratiquement pas cotisé. Il était dans un métier du cirque, etc., etc. Ouais. Donc c'est des métiers où on n'a pas forcément culturellement l'habitude de cotiser. Mais il a quand même cotisé 10 ans. Et on discute l'autre fois pour l'anecdote, et il m'a dit je vais toucher 840 €. Combien? 840. 840. J'ai dit, mais dis donc, c'est vachement bien pour toi. J'ai dit, toi qui n'as pas beaucoup cotisé, mais j'ai dit, il y a un truc quand même qui me choque, c'est qu'on a environ 60 € d'écart. Mais ce que je comprends pas, Marc, vous avez dit que vous touchiez 2 fois en fait le SMIC, donc ça veut dire que vous touchez beaucoup plus que ça. Vous touchez 2000 €. Non, mais en termes de salaire. Voilà, en termes de salaire, en moyenne, il y a eu des années où j'étais d'accord. Donc en termes de salaire, vous êtes presque à 3000, en gros, et au niveau de la retraite, à 900, en termes de salaire, je devais être en moyenne à l'équivalent aujourd'hui en euros, à environ 2000 €. Oui, d'accord. Et vous finissez à 900 €. Et vous terminez, à 900 €. Oui, sans complémentaire. En partant aujourd'hui avec les complémentaires. Hein, parce que quand vous comptez la complémentaire là-dedans l'ARGIC, l'ARCO et l'AGIC. Là. Et si vous voulez, le souci, c'est le terme de mon propos. Moi, je vais m'en arranger. Je suis encore en activité. Je vais quand même continuer l'activité. Si vous voulez, c'est pas un discours pleurnichard sur mon sort, mais c'est
L'exemple avec mon ami, et je dis c'est très bien, parce que quand on arrive à la retraite, qu'on est, comme moi, j'ai 63 ans bientôt, et voilà, polyarthrite rhumatoïde, on a un peu du mal à imaginer. Pourtant, j'ai la pêche, j'ai pas de soucis. Aller jusqu'à 67 ans, c'est compliqué. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mon copain qui lui a été dans le cirque, il est tombé, il a un peu les os un peu fracassés. C'est tant mieux pour lui qui touche. Non, mais ça c'est vous savez, Marc, c'est vrai. On comprend totalement en fait le sujet. D'ailleurs, c'est votre sujet. On va l'aborder tout à l'heure dans notre débat de 9h30. Hein. Est-ce qu'on a raison de se plaindre en France, et parce qu'on va recevoir Denis Oliven qui a écrit Le délicieux malheur français, sommes-nous en paradis ou en enfer, où il dit que il y a 3 France en fait aujourd'hui, et que vous faites partie justement de ces classes moyennes qui passent à côté quasiment de tout et qui n'ont pas grand-chose en fin de compte. Donc on en parlera en fait tout à l'heure, ce sera notre débat, mais votre témoignage est intéressant. Je vous propose d'ailleurs, Marc, éventuellement de nous rappeler aussi à 9h30 pour en discuter avec Fawzi Laouzi qui sera avec nous et Denis Oliven dans notre débat. Cela dit, ça nous amène, avant de parler de Richard Ferrand, sur il va y avoir la grève demain. Oui, demain à la RATP. C'est toujours dans une défense des acquis quand même, alors qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal à côté, quoi, François. Je suis pas dans la défense des acquis. D'accord. C'est un régime spécial quand même. Oui, d'accord. Mais ce qu'on fait d'abord, c'est la RATP. C'est pas la SNCF, c'est la RATP, donc c'est pas tout à fait pareil. Non, mais on met du rapport de force. Les syndicats, ils font de la politique. Ils savent pas. Moi, je me mets à leur place parce que c'est un appel unitaire. Il y a même la CFDT, supposément le syndicat le plus réformiste de la planète. Je veux dire par là qu'ils mettent du rapport de force. Ils ne savent pas. Ils ont le sentiment quand même que le gouvernement les balade. Donc ils ne savent pas où ça va atterrir. Donc ils mettent un premier coup de semonce. Mais c'est pas plus mal de mettre un premier coup de semonce. Ça oblige à clarifier. Ça oblige évidemment à avancer. Tout le monde nous dit ça va se passer avec la CFDT. Moi, j'entends pas ça de Laurent Berger. J'entends un Laurent Berger qui met quand même des lignes rouges très importantes. C'est la CGT qui est très mobilisée. Non, la CFDT a signé aussi. Force ouvrière a signé aussi. Bien sûr. Ils sont vraiment. Mais cher François, ce qui compte, c'est quand même de savoir s'ils vont être suivis. Non, mais bien sûr. Non, mais ça va être très suivi à la RATP. C'est une évidence que ça sera très suivi. À la RATP, oui, mais bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ils posent un acte, ils mettent du rapport de force. Moi, vous savez, je suis absolument pas contre le fait que on se batte pour améliorer les droits. Voilà. Ce système de retraite, aussi imparfait soit-il. Les droits des agents de la RATP, je veux dire. Pas de ça. Non mais attendez, améliorer les droits, vous dites. Pardon, mais à la RATP aujourd'hui, ils ont quand même aujourd'hui beaucoup d'avantages. Y compris au niveau effectivement de ce régime spécial. Donc ça c'est une réalité. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les syndicats aujourd'hui ont besoin de se refaire une santé, c'est ça la vérité, parce qu'il y a un an, ils ont raté le coche des gilets jaunes. Et ils se disent, tiens, cette fois, on a un os à ronger, ça s'appelle la réforme des retraites. On va y aller à fond les ballons parce qu'on a une carte à jouer. Et donc, ils jouent cette carte. Alors, est-ce qu'ils vont être suivis? Les syndicats ont toujours bataillé sur les retraites. Racontez pas Françoise, la question... Oui, d'accord, mais la situation, est-ce qu'elle est aujourd'hui? Elisabeth Lévy. Non, mais Françoise, la question, c'est quand même pas seulement de savoir s'ils vont être suivis sur une journée. La question, c'est de savoir comment l'opinion va les suivre. L'opinion les suit pour le moment. Pour l'instant, il n'y a rien eu. C'est pas sûr. Mais attendez, Françoise... Vas-y. Il n'y a rien eu encore. Donc rappelez-vous 95, je suppose que beaucoup de nos auditeurs ne peuvent pas s'en souvenir. Mais Paris a été vraiment paralysé pendant plusieurs semaines. Paris et toutes les grandes villes. Je suis à peu près sûr, moi, qu'ils ne pourraient pas rééditer une telle mobilisation. En plus, va se poser, comme vient de le dire Christophe, une question, alors je vais prononcer un gros mot, de ce que les gens considèrent comme des privilèges. On demande à tous les Français de rabioter sur leur retraite ou de travailler plus longtemps. Moi, ça ne me choque pas. Je pense qu'il faut travailler plus longtemps. Il faut encore qu'il y ait du travail, ce que vous allez me dire immédiatement. C'est pas la peine de faire des questions et réponses. Elle a raison. Je peux faire Françoise de Gaulle. Mais je peux faire Elisabeth Lévy. Non, mais tous ces privilèges. Je veux pas avoir l'air d'eux. Enfin, quand même. Il y a des gens privilégiés dans ce pays. On va parler des privilèges des régimes. Non, mais ils partent à 55 ans. Mais d'accord. Ok. Il y a des raisons. On recommence sur les fonctionnaires. On recommence sur les professeurs. Les professeurs sont les plus mal payés d'Europe. Le dit. C'est pas les plus fatigués. Si, avec les Italiens. Écoutez, avec les Italiens. Mais c'est pas ça le problème. Virer un professeur d'université qui est encore. Virer un professeur d'université à 65 ans, c'est
absurde. Laisse-moi finir, je suis d'accord avec toi. C'est absurde. Il est au summum de son potentiel. Donc, je dis simplement que les fonctionnaires, il y a un contrat social d'une certaine manière entre les profs et l'État, disant vous n'êtes pas bien payés, mais on va vous rattraper ça sur la retraite. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont grugés. Et au bout du compte, quand vous allez faire la liste, quand vous allez vous amuser, parce que ça c'est l'argument. Ouais, quand c'est l'argument de dire tous ces régimes spéciaux, c'est privilégié. Quand vous allez faire la liste des gens qui ont des régimes spéciaux, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des régimes spéciaux. Non mais d'accord, mais Françoise, vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, conduire un métro, ça n'est pas exactement le même métier probablement que dans les débuts du métro. Donc il faut. Vous n'allez pas me sortir la bête humaine non plus. Dans un instant, nous allons poursuivre le débat. En tout cas, c'est des responsabilités très fortes. Dans un instant, s'il vous plaît, nous allons poursuivre le débat. Et on parlera de Richard Ferrand. Ah oui, on va être d'accord. Là, ça, je suis pas sûr. Je sais pas. 0826 300 300. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il doit rester ou est-ce qu'il doit démissionner? Appelez-nous. Vous avez la parole dans un instant avec nos débatteurs. Et 8h59. Et c'est la suite du petit déjeuner de l'actu 0826 300 300. Vous voulez réagir sur votre actu ou sur Richard Ferrand ce matin? Oui, Richard Ferrand. Alors, je rappelle aussi quand même que tout à l'heure à 9h20, 9h30, notre autre sujet du jour, c'est est-ce que les Français ont raison de se plaindre, pour l'instant, vous êtes 72% à dire oui. Alors que c'était du 50-50 au début, 72%, et vous êtes nombreux à voter. Continuez. On vous lira toutes les réactions tout à l'heure avec nos invités. Denis Oliven, chef d'entreprise qui a écrit Le délicieux malheur français, chef d'entreprise qui a été patron de médias et de beaucoup d'autres sociétés également. Et puis Fawzi Lelouch, gilet jaune la première heure et dirigeant associatif qui sera avec nous. Et là, évidemment, on reviendra sur tous les sujets aussi d'actualité avec cette grève qui vient, le conflit social des gilets jaunes l'année dernière et peut-être de nouveau encore. Alors, sur cette question de Richard Ferrand, on rappelle qu'il a été mis en examen cette nuit pour prise illégale d'intérêt. Dans un premier temps, ça avait été classé. C'est l'association Anticorps qui est revenue en fait à la charge. Et là, donc, il a été entendu pendant 14 heures en fait cette nuit. Et il a été mis en examen. On rappelle pour les auditeurs pourquoi. Donc, évidemment, c'est parce que à l'époque où il était directeur des mutuelles de Bretagne, il avait besoin d'un local en centre-ville. Il a fait acheter par sa femme qui a bénéficié en fait d'un prêt, qui savait qu'elle allait être remboursée puisqu'il y avait en fait un contrat. Et donc, évidemment, on estime que là, il y a une prise illégale d'intérêt. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il maintenant il doit démissionner ou pas alors qu'il est mis en examen? Elisabeth. Moi, je suis assez partagée. Alors d'abord, je voudrais évidemment rappeler présomption d'innocence. La justice ne s'est pas prononcée. En revanche, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Richard Ferrand a reconnu les faits. Or, si vous regardez ces faits, qui ne sont peut-être pas illégaux, je n'en sais strictement rien, à vrai dire, je m'en fiche. C'est quand même pas terrible. C'est-à-dire, c'est un peu crapoteux comme affaire, même si c'est légal. Non mais, c'est minable, en fait. C'est-à-dire, vous êtes patron des mutuelles, vous vous débrouillez pour faire acheter par votre boîte un terrain de façon à ce que ça rapporte du fric à votre compagne. Même si les mutuelles n'ont pas perdu un sou dans l'affaire, comme il le dit, c'est pas, si vous voulez, pour un homme qui est au cœur de la chose publique, c'est pas génial. Maintenant, et par ailleurs, j'ai encore dans l'oreille la voix de Richard Ferrand réclamant la plus grande sévérité à l'endroit de François Fillon et qui ne devait même pas pouvoir se présenter à l'élection du président de la République. Alors, donc, évidemment, mon premier réflexe, qui n'est pas très aimable, serait de dire, franchement, là, Mais je suis aussi attaché aux institutions, et je trouve cette jurisprudence baladure, comme on l'appelle, débile et scandaleuse. Elle piétine absolument notre droit, et donc je trouve que il faut attendre que la justice se prononce. Voilà. François Debois, Christophe Bordet. Il n'y a pas de discussion pour moi. Il y a une tâche. Évidemment, on va pas faire nos pudeurs de gazelle, pour reprendre mais parce qu'il l'a reconnu. Mais donc non, les faits sont reconnus. Voilà. Mais il y a une tâche, il y a un doute. On reste pas 14 heures et on n'est pas mis en examen pour le simple plaisir de le faire. Donc, il y a une tâche. Il est le 4e personnage de l'État. Il est au perchoir. Il préside l'Assemblée qui fait la loi, qui écrit la loi. Les députés, leur travail, c'est les commissions, mais c'est de rédiger les lois. Il est donc une sorte de figure, une statue du commandeur, 4e personnage de l'État, je le dis. Est-ce qu'on peut accepter, je te rejoins sur l'idée des institutions et de l'État de droit et de la présomption d'innocence, mais
Mais d'un autre côté, est-ce que tu peux vraiment accepter que cet homme-là, il y ait un doute et une suspicion sur ce personnage qui est si important dans dans l'institution et dans les institutions. Tout d'un coup, votre amour du Parlement... Moi, j'ai un amour du Parlement. Si tu veux, je suis journaliste politique. J'ai toujours adoré le Parlement. Moi aussi, j'aime beaucoup le Parlement, mais ne me dis pas qu'il est central. Et je dis qu'il est central. En tout cas, Richard Ferrand l'est. Et je peux te dire une chose, il n'est pas acceptable, de mon point de vue, que cet homme puisse même décider lui-même de se maintenir. Ça abîme tout. Il y a tous les textes qui arrivent, la bioéthique, les retraites, la réforme constitutionnelle, et il y a ce type, les manifs qui va y avoir. Mais qui peut l'obliger à démissionner? Mais personne ne peut l'obliger, puisque le chef suprême en personne lui donne sa bénédiction. Mais tu mets, on verra pour la suite. Vous imaginez la Macronie? Il a un problème avec ses amis quand même. Il y a un sujet. Bayrou entendu, Sylvie Goulard. Alors, le tour de passe-passe de Bonneto avec Sylvie Goulard, personne n'y comprend rien. Enfin, on a trop bien compris que tout le monde s'est arrangé. À la Commission européenne. Voilà, nommé à la Commission européenne, qui va rembourser 45 000 €. C'est bien, d'ailleurs, elle les a, elle peut les rembourser immédiatement, c'est formidable. Marielle de Sarnez, Richard Ferrand, honnêtement, la promesse de la République exemplaire, déjà, moi, j'ai jamais cru, mais là, il y a encore des pigeons pour y croire, parfait. Hein. Oui, Christophe Bordet. Bon, alors, moi, c'est vrai que je suis un petit peu choqué par plusieurs choses. D'abord, la présomption d'innocence, effectivement, elle existe, c'est une réalité, mais quand même, il y a des faits. Donc moi, je veux bien que tous les médias ce matin, tous les journalistes, etc., bien pensants, sont là à nous rappeler la présomption d'innocence en permanence, c'est très bien, mais enfin, il y a quand même des faits. Ils ne sont pas arrivés là tout seuls. Christophe Bordet, par exemple, jusqu'à présent, il n'a pas eu affaire à la justice, il n'a pas été entendu 15 heures, parce qu'il n'a pas de casserole au cul, si je puis me permettre. Oui, donc, attendez, voilà. Non, mais bon, c'est un peu facile de toujours se réfugier de manière... bon, voilà, moi, ça me gêne. Deuxième chose, ce qui est assez gênant, c'est quand même au niveau du Parlement. Parce que vous entendez ce matin, et déjà hier, tous les élus, tous les députés, quelle que soit leur couleur politique, et à commencer par les députés qui sont a priori, selon les votes aux européennes par exemple, le premier parti de France, donc Rassemblement National, dire « Ah non, on ne demande pas sa démission, etc. » Normal. Eh ben oui, forcément, ils sont tous mouillés par des affaires. Ils ont tous des casseroles. Donc, résultat des courses, tout le monde... Non, mais attendez, le Rassemblement National, vous savez très bien quelles sont les casseroles avec les assistants parlementaires. Oui, bien sûr. Bon, donc ils ont tous des affaires, et résultat des courses, tout le monde, eh bien voilà, se protège, s'auto-protège. Moi, une démocratie comme ça, je vais vous dire, j'en veux pas. Et je me mets à la place des Français. Je me mets à la place des Gilets jaunes qui ont manifesté pendant des mois, etc., qui voient ça aujourd'hui. Je vais vous dire, le système, il est pourri. Non, mais c'est insupportable. Il est pourri, le système. Elisabeth va vous répondre, puisqu'elle n'est pas de votre avis. En tout cas, sur la... dubitative par rapport à l'idée qu'on devrait réserver le bénéfice de nos institutions aux gens que nous aimons. Enfin, excusez-moi. Ça veut rien dire. Mais non. Il y a des gens honnêtes encore ou pas? Bon sang, Christophe. Cette façon de jamais laisser les gens finir une phrase, c'est pénible parce que moi, je perds mes idées. Ouais, voilà. Non, c'est pas vrai. Elisabeth, mais non, vous perdez pas vos idées. Allez. Non, mais ce que je pense, c'est que d'abord, cette idée que tout le monde est pourri, qu'il faut la transparence, qu'il faut que les juges aillent voir partout, moi, j'en ai ras-le-bol. C'est une réalité. Bon, allez-y. J'en ai ras-le-bol. On n'est pas obligé d'être d'accord. Non, mais j'en ai ras-le-bol, si vous voulez, qu'on confonde tout. Les histoires des assistants parlementaires, ou même l'affaire des emplois fictifs de Fillon, ce sont des choses que absolument tout le monde pratiquait. Et tout d'un coup, on tombe sur les gens en disant « non, maintenant, ça a changé ». Ça ne me semble pas moralement exactement de la même teneur. D'accord, ça ne me semble pas être le même caractère de gravité. Et l'idée de dire oui, il faut que les juges mettent passent leur temps à aller regarder, aller chercher des poux dans la tête de tous les élus. Je pense que à l'arrivée, ça favorise aussi la crise de confiance. Les élus ont qu'à être honnêtes, ils n'auront pas de problème. Arrêtez avec cette histoire d'honnêteté. Vous savez bien, par exemple, que pour le financement des partis, il y a quand même un problème. C'est aussi pour ça qu'on a eu toutes sortes d'affaires. Je parle pas de Ferrand là. Je parle de toutes les affaires qui sont des affaires de financement de partis dans lesquelles souvent il n'y a pas
je ne dis pas que c'est le cas pour tous. Ça n'est bah, pas la même chose quand tous c'est les grands partis question de l'ont eu. financement des partis, des élections, des campagnes électorales, et quand il y a de l'enrichissement personnel quand même. On n'est pas tout à fait dans le même registre. Moi, je suis pas dans ta charge comme ça sur les juges et sur l'anti-transparence. Je comprends la dictature de la transparence. Moi, je crois qu'il faut aller vers ça. Je crois qu'il faut aller absolument vers ça. Tu as 90% des élus aujourd'hui, c'est un monde que je connais bien, qui n'auront jamais ce genre de problème parce qu'ils ont un comportement qui fait qu'ils ne prêteront jamais le flanc à ce genre de conneries. Tu comprends ce que je veux te dire? Oui, mais le risque, je peux te répondre sur une phrase. Quel est le risque? Il n'y en a pas de risque. Il n'y en a pas de risque. Le seul risque qu'on prend, finalement, c'est d'avoir une démocratie aérée, c'est d'avoir une démocratie sobre. Moi, je suis vraiment pour une sobriété vraiment de la démocratie. Mais... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement le risque, et on le voit dans de multiples... Quel est ton risque? Vas-y, dis-moi. C'est incroyable. Le risque, c'est que dans de multiples affaires, on voit que l'accusation suffit. Elle vaut condamnation. Que tu es condamné par le tribunal de l'opinion, alors qu'il n'y a jamais pas eu confrontation des points de vue. Ça se passe beaucoup dans les affaires de mœurs aujourd'hui. Tu es déclaré coupable dès que quelqu'un t'accuse. Donc, si on dit que maintenant, dès que quelqu'un est accusé ou dès que quelqu'un est mis en examen, parce que quand ce sont des associations qui sont à la barre, la mise en examen est automatique, on le sait très bien. Non. Elle est pratiquement automatique, tu le sais très bien. C'est régulière. Quand ce sont des associations, la mise en examen, d'ailleurs le type d'Anticor l'a redit. Oui, il l'a dit. Il l'a redit. La mise en examen est quasiment automatique. Donc, ça veut dire que tu es accusé, ta carrière est foutue. Ça ne va pas, on ne peut pas tolérer ça. Ta carrière n'est pas foutue, t'es réhabilité. Il y a un exemple parfait, parce que je suis étonné que tu n'aies pas cette mémoire. Il y a quelqu'un qui a été accusé, qui a été obligé de quitter le gouvernement, il s'appelait Dominique Strauss-Kahn, dans l'affaire de l'AMNEF. Il a été blanchi. Ça n'a pas empêché Dominique Strauss-Kahn, je ne parle pas du Sofitel, des années après, de revenir, de devenir le patron du FMI parce qu'il a été blanchi. Tu peux pas dire... Arrête, combien de gens voient leur carrière foutue? Combien de gens sont foutus dehors? Thomas Thévenoud. Mais tu veux que je te les donne? Thomas Thévenoud, tu trouves normal quand t'es député de ne pas payer tes impôts? Et ben c'est normal. Mais arrête, ça c'est trop facile. Mais c'est pas vrai. Mais non, c'est pas trop facile. Arrêtons de faire comme si t'as une payer obligation. ses impôts en retard, c'était la même chose que découper sa grand-mère en rondelles. C'est pas la même chose, bien sûr. Arrêtez cette vertu, comment il a payé cette Elisabeth n'a pas été convaincu de ne pas avoir payé ses impôts. Bien sûr que si. Il était en retard. Elisabeth, c'est pas la même chose, on est d'accord que c'est pas la même chose. Mais l'image que ça renvoie auprès des Français, pardon, c'est quelle image? Mais non, mais pas du tout. Parce que là, on n'entend plus rien. Non, mais les Français sont quand même assez intelligents et assez capables de regarder les choses en face et de se dire, bon, là maintenant, ça suffit, on n'en peut plus de voir tous ces gens qui sont mouillés comme par hasard et qui à chaque fois ont des responsabilités politiques. Aujourd'hui, avec un peu de sérénité quand même sur cette affaire. Bon, c'est vrai que dans un premier temps, ça avait été classé, ça revient avec cette mise en examen et il est président de l'Assemblée nationale et les faits sont quand même là, même si donc ce n'est pas jugé. Ça c'est vrai, Elisabeth. Je pense la réalité. Donc après, c'est quand même compliqué, non? Je vais vous répondre. La réalité, je pense qu'il aurait dû démissionner ou ne pas. Il était déjà nommé. Bah non, mais il a quitté. Il n'aurait pas dû. On n'aurait pas dû mettre au perchoir quelqu'un qui avait reconnu. Et d'ailleurs, il l'avait refusé. Je rappelle qu'il l'avait refusé une première fois quand même. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. J'insiste sur la reconnaissance des faits, qui en l'occurrence rend cette affaire un peu particulière, parce que il ne dit pas je ne l'ai pas fait, il dit je l'ai fait et ça n'est pas illégal. Voilà ce qu'il dit. J'entends ce que tu dis. Tu peux quand même reconnaître que sur Cahuzac, par exemple, on a eu raison de juger. Non, mais tu mélanges tout. Mais non, mais je mélange pas tout. Je veux pas que tu donnes le sentiment que d'une certaine manière il y aurait. Moi, c'est pas mon sentiment qu'il y a une justice excessive. Ça, c'est la défense de Sarkozy. C'est la défense de. Il y a une justice qui serait hyper politique et la transparence serait mauvaise pour la démocratie. Je ne crois pas. Je vais dire ces deux choses. Il y a une justice politique, effectivement. Il y a des juges qui pourchassent, par exemple, Sarkozy depuis des années et qui n'ont toujours rien. Il y a une sévérité beaucoup plus grande avec le Front National et avec la France Insoumise qu'avec le MEDEF qui n'a pas vu ses locaux perquisitionnés, que je sache. Non,
Et donc, ça, c'est la première chose. En tout cas, le PS, quant ils sont à la pas sympas, transparence, je veux dire, elle suppose, quant à la transparence, un jour, on va venir fouiller dans tes poubelles, on va venir fouiller dans ta vie, d'accord, au nom de la transparence. Je trouve ça horrible. Ce monde où n'importe qui peut t'espionner avec un téléphone portable, je trouve ça horrible. Mais bien sûr. Merci à tous les trois. Merci. Je vous demande de vous arrêter. On se casse sur Mars. Bon, allez, merci. Évidemment, débat assez intense parce que c'est normal autour de cette. C'est difficile et on imagine d'ailleurs, et selon l'entourage d'Emmanuel Macron, pour l'instant, il y a toujours la confiance. On verra. François Degois, vous dites que c'était pas tenable. On verra. Elisabeth Lévy dit bon bah il y a toujours quand même la présomption d'innocence et puis c'est pas jugé. Non mais il y a aussi la politique. Il y a François a raison. Il y a aussi le rapport de force politique. On est toujours d'accord. Merci beaucoup. On y reviendra aussi sans doute ce soir dans les vraies voix de Christophe Bordet entre 17h et 20h et puis tout à l'heure aussi dans les débats de Valérie Expert entre 10h et midi. En tout cas, ce débat, c'est la France. C'est ça qui est bien.